Bonjour à tous et bienvenue sur ce IZODW podcast. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et aujourd'hui on a des invités très spéciaux du Luxembourg. Alors, moi il faut que d'abord je demande, vous êtes plus les représentants de la Luxembourg eSport Federation, c'est bien ça? Oui, exactement. Et vous êtes des jumeaux, parce que la dernière fois, ceux qu'on a interviewé tout à l'heure, Fighting Corner, des jumeaux. Et là aussi, ceux qui détiennent aussi le Fighting Game, on va dire, au Luxembourg, c'est des jumeaux. Oui. Et pour ne pas me tromper, qui est qui? Moi, je suis Joey et moi, je suis Kevin. Ok. Joey et Kevin. Ouais. Okay. Et en fait, aujourd'hui, on est sur un tournoi qui va être plus Fighting Game. Ouais. Mais en général, la fédération, elle fait plus que ça. Oui, en fait, la fédération, a été fondée l'année dernière pour représenter l'e-sport au Luxembourg et pas seulement les Fighting Games. Fighting Games, c'est un des genres, mais en fait, oui, c'est pour représenter tout l'e-sport. On a aussi fait l'Orangie League, ça c'est en FIFA. Maintenant, pour le moment, il y a les qualifications pour le championnat mondial de la ISF. Qui est en cours, où Rexham est encore bien en course pour se qualifier. C'est pas moi. C'est Rexham. Ah oui, d'accord, qui est le joueur de Tekken. Oui, le joueur de Tekken. Le meilleur de Luxembourg. Oui, normalement, oui. Oui, le dimanche, s'il joue bien le dimanche, il se qualifie aussi pour aller en Israël sur la finale en LAN offline. D'accord. Il y a le joueur en Pro Evolution Soccer qui s'est qualifié hier pour la finale, en fait. Du coup, ça rejoint, on va dire, un World Tour. En fait, c'est le championnat mondial de la Fédération internationale d'e-sport. Ok. Et eux qui l'organisent. Oui. Ce sont toutes les fédérations nationales qui jouent. D'accord. Et alors, il y a des championnats. Dans le Luxembourg que vous représentez. Oui. Et en fait, aussi aujourd'hui, il y a celui qui gagne en Tekken, le premier luxembourgeois, s'il y a quelqu'un de la France ou de l'Allemagne qui va gagner, va se qualifier aussi pour, à la fin de l'année, en décembre, pour aller en Corée du Sud et jouer la World eSports League. Ah ouais, ça bouge. C'est quelque chose d'envergure, là. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se jouent ici. Et la Luxembourg eSport Fédération, vous avez d'autres jeux, mais vous vous occupez des autres jeux aussi ou que du jeu de combat? Non, en fait, moi je suis le président. Oui, en fait, l'idée, c'est d'avoir après un comité où il y a des experts pour les différents jeux. Moi, je ne suis pas du tout un expert en Nous, on ne sommes pas des experts des Fighting Games. Ouais. Mais vu que c'est une fédération très jeune, quand même, on n'a pas encore les experts pour les différents jeux. C'est aussi pourquoi qu'on travaille ensemble avec Fighting Game Community en Luxembourg. Vous êtes expert dans quel jeu, vous? Mon game préféré, c'est plutôt Counter-Strike ou PUBG, les FPS. Oui, et aussi les Battle Royale. Valorant. Valorant, je suis pas trop un fan. Moi, je pense que pour Valorant, ce qui ne plaît pas à moi, c'est en fait que les skills, en fait, que les différents sont trop forts, respectifs. Pas trop forts, mais ils ont trop d'influence dans le jeu. Oui. Et pour ça, théoriquement, si on pique si on a un team qui n'est pas bien ensemble, en fait, de match-up, les teams qui sont plus fortes parce qu'elles ont le meilleur pouvoir. Oui. Et en fait, théoriquement, on peut déjà perdre un jeu avant le départ, Et c'est aussi plus difficile à voir Valorant en stream parce que, par exemple, comparé à Counter-Strike, c'est très facile. Chacun qui le regarde peut le comprendre. Parce qu'il n'y a pas comprendre, comprendre comment ça marche. Et Valorant, il faut déjà avoir des informations sur les différentes caractères, les compétences. C'est vrai, cependant, Counter-Strike, je pense que le skill cap est plus élevé. Hein.
c'est beaucoup plus difficile d'être fort à Counter-Strike parce que c'est un jeu qui est là depuis longtemps. Oui. Ceux qui sont forts dedans, mais sont vraiment, vraiment très forts. Mais il y a quand même aussi, à un certain niveau, par exemple, la différence entre le skill en soi que du shooting n'est plus la grande différence, mais c'est plutôt l'expérience et aussi la tactique, le feeling quand je fais quoi, ce qui devient de plus en plus important et qui fait après que le skill cap est très grand. Vu que l'expérience est très très importante dans Counter-Strike et aussi le feeling dans le jeu, de savoir maintenant je peux aller vers là et je suis relativement sûr qu'il y a personne où je check ce corner vu que je sais là il y a, et ça c'est après une grande différence entre dans le niveau tier 3 à T1. Oui, de débutant, amateur à professionnel ou à plus expert encore. Et au niveau du jeu, vous êtes à quel niveau vous? Si on dit qu'il y a, tu as dit à tier 1, tier 3, c'est ça? Oui, bon, pour le moment, j'ai plus le temps à jouer du tout. Mais en Counter-Strike, j'étais relativement bien. J'ai jamais, au Luxembourg, il n'y avait jamais vraiment la scène et c'était aussi pas la scène qui m'a intéressé vu qu'on est très limité. Et ça, on veut aussi en fait travailler dessus avec la fédération. Oui, d'avoir une scène qui s'ouvre aussi vers l'extérieur et aussi où nous on peut en fait faciliter aux joueurs luxembourgeois de se développer aussi dans des pays étrangers. Par exemple, en Counter-Strike, on a aussi aidé un joueur de venir dans une équipe, dans une des plus grandes équipes en Néerlande. D'accord. Ah, ok. Vous aidez les autres à progresser en Europe, un peu partout. Vous faites un peu de l'accompagnement professionnel quelque part. Développer le réseau. Oui, vu qu'en fait, c'est important d'avoir des joueurs forts dans chaque discipline, dans chaque genre, pour en fait aussi donner un peu une vision à des jeunes joueurs, comment ils peuvent se développer en fait. Du coup, le Luxembourg, la fédération luxembourgeoise, elle s'occupe un peu plus de ce qui se passe en Europe. Elle n'est pas centrée que sur le Luxembourg. Si en fait, la fédération quand même est quand même centrée sur le Luxembourg. Ok. C'est pas qu'on, pour le moment, on n'a pas encore fait des choses seulement avec la fédération internationale. On est membre de la fédération internationale ISF et aussi de la Global Esports Federation. Vu qu'il y a deux fédérations, à cause, ça c'est un des problèmes dans l'e-sport, les publishers qui ont quand même une influence. Et pour ça, il y a deux fédérations en fait. Et pour ça aussi, Street Fighter, ça c'est plutôt un jeu qui est promu par la Global Esports Federation. Pour ça, on a fait Tekken et Street Fighter. Pour en fait aussi, s'il y a des tournois aussi de la part de la Global Esports Federation, pour avoir un représentant pour représenter le Luxembourg. Localement, quoi. Et ça fait combien de temps que ça existe, la fédération luxembourgeoise? Depuis plus d'une année. C'est en juin 2020. 2020? Oui. Et avant ça, vous étiez au Luxembourg, vous faisiez aussi des tournois, vous organisez des choses En fait, en 2019, on a créé une entreprise, une organisation e-sportive qui était déjà en planification. On l'avait en tête déjà depuis plus longtemps, mais oui, si on crée une entreprise, c'est aussi toujours un risque et là, oui, il faut toujours faire attention. Et pour ça, ça a duré un peu plus longtemps. Il faut mieux faire tout avant et être préparé que de commencer et de ne pas être préparé. Et pour ça, oui, en 2019, on a créé cette organisation qui, après, en 2020, a fait une fusion avec une organisation e-sportive en Néerlande, où ensemble, on était la plus grande organisation e-sportive au Benelux, avec environ 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Mais oui, on avait en mai, on a arrêté un peu vu qu'il y a un grand problème dans l'e-sport au Benelux, c'est le financement. Oui. Spécialement au Benelux. Le problème, c'est que au Benelux, il y a trop de langues
Et les départements marketing, ils veulent avoir une langue. Le problème, c'est le département marketing chez les grandes entreprises, ils sont ensemble au Benelux. Et là, par exemple, certains ne veulent pas avoir de la communication en anglais, vu qu'en anglais, ils sont en concurrence avec les départements marketing de l'Angleterre. D'autre côté, les autres ils veulent avoir en néerlandais, d'autres veulent avoir en français. Ceux du Luxembourg préfèrent en luxembourgeois. Et ça, c'est le grand problème. C'est à cause de ça, en fait, si on regarde, il n'y a aucune grande organisation e-sportive qui s'est développée en dehors du Benelux s'ils n'ont pas quitté le pays. Oui, la seule qui existe, c'est Liquid. Et Liquid, ce n'est plus vraiment une équipe néerlandaise, c'est plutôt une équipe internationale. Oui, internationale. Ils ont été fondés à Utrecht, si j'ai bien en tête. Mais ouais, je savais même pas ça, moi. Moi non plus. Mais ils sont allés en États-Unis et maintenant, ils ont de nouveau ouvert une facility pour entraînement. Et si les équipes sont ici en Europe, alors ils peuvent aller là. Mais en fait, ils sont pas une organisation. C'est un problème plutôt. C'est assez dommage parce que justement, ça devait faire une force d'avoir toutes ces langues et toutes ces cultures. Mais au final, il y a un problème plutôt politique, on va dire. Oui, politique chez les marques, en fait. Et à mon avis, ça va aussi être difficile à trouver une solution là pour les organisations e-sportifs ici. Pour ça, en fait, la seule chose qui marche, c'est de se focusser un peu plus sur les partenaires plus locaux. Mais si on veut se développer dans une marque, et ça, c'était en fait aussi l'idée de 4Elements, de se développer en une marque européenne avec 100 000 followers. Pour le Benelux, on avait 5 fois plus que le deuxième environ. C'est aussi énorme, déjà relativement bien pour la France et pour c'est pas la même chose, mais c'est aussi déjà relativement bien pour la France et pour l'Allemagne, mais comparé à eux, c'est impossible. Alors, il faut dire, si on veut engager des joueurs, il faut aussi avoir des budgets. Et si les budgets en Benelux sont trop petits, on ne peut pas engager des joueurs qui sont... Oui. Mais ça, du coup, c'est quoi? La ville ne soutient pas. Bon, au Benelux, avec tous ces problèmes, mais genre au Luxembourg, est-ce que la ville, les entreprises accompagnent l'e-sport ou pas vraiment? En fait, l'entreprise que nous on a fondée, c'est Forward. Au début, et c'était aussi l'équipe qui a été nommée Forward, et après on a fait la fusion et c'était 4Elements. Mais avec Forward, on fait aussi des tournois. Par exemple, on a fait le Tango High School Cup, ça c'est le plus grand tournoi e-sportif au Luxembourg. Si on regarde aux chiffres des viewers, des participants, etc. Et en fait, les partenaires, ils veulent plutôt avoir un tournoi qu'une équipe e-sportive. D'accord. Pour ça, c'est plus simple en tant que tournoi qu'en tant qu'équipe e-sportive. Souvent, les équipes e-sportives au Luxembourg, ça dure pas longtemps. Si, il y a des structures qui existent déjà plus longtemps, mais alors ce qui est important, c'est que les frais sont très très bas. Et vu que un sponsoring au Luxembourg, c'est souvent les sponsorings traditionnels comme une ASPL, comme chaque ASPL reçoit d'une banque un montant pas trop élevé. Le problème, c'est on est aussi au Luxembourg, on est en concurrence avec tous les autres pays, et en France et en Allemagne, les joueurs reçoivent beaucoup plus. Et alors, soit on a une équipe qui n'a pas la possibilité d'être au niveau que dans les autres pays, ou soit on doit payer, et pour payer, il n'y a pas vraiment l'argent. Pas de financement. Mais il y a aussi peut-être un problème de nombre de joueurs. Apparemment, il n'y a pas trop de joueurs au Luxembourg. Oui, ça c'est un problème, et c'est aussi ça l'idée de la fédération, en fait, de travailler aussi sur ce point-là. Un des grands problèmes, ce que nous on pense, et
nous deux, mais aussi la fédération, c'est il faudrait parler plus avec les parents aussi, vu que les parents ont une grande influence sur les enfants. Il y a beaucoup de parents qui ne connaissent en fait pas l'e-sport. Et en fait, alors on doit aussi dire que des enfants qui jouent beaucoup trop en fait. Parce qu'il faut sensibiliser les parents parce qu'ils ont l'impression que c'est addictif. Oui, et ça, en fait, si les parents ne connaissent pas l'e-sport, les jeunes, les enfants, ils peuvent dire n'importe quoi comme qu'est-ce que c'est l'e-sport. Et pour ça, c'est important que les parents connaissent aussi les points importants de l'e-sport. Et ça, c'est pas de jouer 10 heures par jour, mais les équipes professionnelles, ils jouent aussi seulement des heures limitées en fait. Et après, il y a en fait l'entraînement physique, il y a l'entraînement psychologique, l'entraînement tactique, il y a la nutrition, il y a tout en fait qui joue si on veut devenir un joueur, un grand joueur. Et ces éléments-là, est-ce que vous avez des programmes justement pour soit éduquer les parents, former, accompagner les enfants? Comment vous faites pour lutter contre ça, quoi? Lors du Tango High School Cup, par exemple, nous avons eu une interview avec l'Université du sport de Cologne. Ça, c'est une des universités les plus renommées en sport en Europe. Et ils font des recherches sur l'e-sport et on a eu une interview avec eux. Comment s'entraîner, quels sont les facteurs importants pour devenir un pro et quels sont les types qu'eux peuvent donner. Mais de l'autre côté, il faut dire que... Excusez-moi, les types, c'est conseils. Oui. De la part du gouvernement, il manque de support. Oui. Parce qu'il serait important qu'on ait le support du gouvernement, qu'on puisse faire une... comment on dit? C'est en anglais, hein, je traduirai. Une campagne de sensibilisation. Ok, ouais. Peut-être même auprès des écoles, un peu plus dans des endroits, des centres, peut-être des événements où on explique. Oui, ça manque, mais des spots aussi. Vu que nous on a des ressources limitées. C'est un peu un cercle vicieux en fait. Oui. Vous avez besoin du gouvernement, mais vu que le gouvernement ne donne pas, vous avez quand même besoin. Oui, et aussi pour que l'e-sport soit... En France, c'est reconnu comme sport, l'e-sport. Alors, en France, le problème, c'est que en fait, au début, tout le monde se débrouillait, tout le monde faisait comme il voulait. Ils ont décidé de légaliser un peu plus la chose, mais les contrats qu'ils ont faits ne sont pas en accord avec l'activité. Donc, il y en a qui se retrouvent, on va dire, qui se retrouvent pénalisés, parce qu'ils vont payer plus d'impôts, de taxes, qui ne vont pas avec le truc. Parce que l'e-sport, souvent, c'est pas de l'argent constant. C'est par tournoi, par sponsor. Mais pour les tournois, pour le prize money, en fait, il y a une règle européenne qui dit que le prize money n'est pas soumis aux impôts. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'impôt direct, mais on le paiera plus tard parce que le joueur, il est comme une entreprise, c'est un auto-entrepreneur chez nous. Okay. C'est une entreprise une entreprise seule, quoi. Mais selon ce qui rentre en chiffre d'affaires, il va payer. C'est ça. Du coup, par exemple, donc, on prendra pas l'argent en impôt tout de suite, mais si c'est un joueur professionnel qui a une licence, il paiera plus tard. Okay. C'est ça. C'est quand le cash prize va rentrer, dès qu'il va passer à la banque va dire on prend cette partie en tant qu'impôt. Enfin, l'État. L'État, oui. L'État va prélever de l'impôt. Donc au final, il paiera quelque chose. C'est que ceux qui ne sont pas joueurs pro qui n'ont pas de problème avec ça. Ils vont prendre la cash prize. Mais en soi, l'e-sport est quand même reconnu par le gouvernement et ça, c'est une grande différence ici. Oui, on a eu des discussions déjà sur ce thème. Avec des représentants locaux? Oui, aussi avec le comité olympique. D'accord. Vu qu'en fait, au Luxembourg, le comité olympique, c'est celui qui en fait donne un envie positif ou négatif au ministère du sport et c'est celui qui prend la décision, mais théoriquement, c'est sur base de l'avis du causeur. Et là, quand même, oui. Je pense si on regarde en fait ce que le comité olympique, l'IOC,
a fait sur l'Olympiade, à Tokyo, en tant qu'e-sport. Oui. On peut bien sûr dire que c'est l'e-sport, mais ça, c'est pas l'e-sport qui touche les masses. Oui, qui attrape des jeunes. Un e-sport de niche pure. Alors, c'était quoi? C'était Rocket League et Street Fighter 5? Ouais. C'était les tournois non, Intel? Non, c'était Wowing. C'était aussi... on est pas au courant, alors. J'ai compris le tournoi Intel. Non, c'était des virtual games, des Jeux olympiques. Oui. Ok. Et ça, c'était un tournoi avant les Jeux olympiques qui n'avait rien directement à faire avec le comité olympique, mais plutôt avec le gouvernement japonais. D'accord. Mais oui, c'était les Virtual Olympic Games, c'était Swift. Oui, Swift, ça c'est la bicyclette en rouleau. Oui. Ça c'est encore plus intéressant, mais ça attire plutôt des plus âgés entre je connaissais même pas. 30 et 50. Ouais. Alors il y avait baseball. Ça Ouais. c'est un jeu qui n'est pas joué, Qui n'existe même pas ici. Oui. Mais c'était pas genre NFL, les games like that? Non, c'est un genre plutôt Nintendo. Je pense que c'était... oui. Ok. C'est vraiment très des petits comique. jeux, quoi. Oui. Très, Alors très, c'était très niche. sailing avec des bateaux comme une regatta. C'était pas de l'e-sport. Non, c'était Si on peut dire c'était l'e-sport, c'était en c'est virtuel. Oui. Oui. C'est Et alors l'e-sport, oui. Ah, mais c'est c'est- pas l'e-sport. Comme nous on le connaît. Oui, de C'est- masse en fait. C'est l'e-sport des jeux de niche. simulation d'activité, en fait. C'est Oui. simulation de vélo. Simulation Du coup, ça compte directe, oui. D'accord. Et il y avait encore rowing, ça c'est avec Ah oui, le bateau. Les Ouais. rameurs. ouais. ça c'était en physique, mais il y avait un PC en devant et on a Ouais, donc au lieu de ramer, on appuie sur les touches. c'était quoi. quelque chose en hybride. Et Oui. ça, ce n'est pas ce qui attire les jeunes. Mais ça, c'est en fait ce que le comité olympique dit que c'est l'e-sport. Et Donc il y a un problème. Là, on voit le problème. Eux, ils veulent Ça, c'est pas intégrer... l'e-sport de masse où on touche la jeune génération. Ça, c'est nouveau de l'e-sport. On peut dire que c'est l'e-sport. Mhm. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est un e-sport de niche et c'est un e-sport des générations plus âgées aussi, de nouveau. Oui. Est-ce que s'ils n'ont pas fait ça, parce que déjà il y a le problème des licences. Par exemple, faire un e-sport classique, il faut voir avec Blizzard, il faut voir avec Capcom, il faut voir avec Oui, Konami. Et aussi les familles, comment elles vont recevoir, parce que les Jeux Olympiques mettent un Call of Duty, c'est assez violent. mais Est-ce que c'est pas tout ça qu'ils ont eu peur, ils se sont dit on va aller tout doucement? bien sûr. D'un côté, je dirais oui. D'autre côté, je pense aussi les grands publishers, ils seraient, à mon avis, ils n'auraient pas de problème s'ils seraient intégrés sur les Jeux Olympiques. Et je pense un jeu comme Rocket League, un jeu comme FIFA, comme Pro Evolution Soccer, Justement. Yes. Comme League of pourrait Legends aussi. simplement intégré. Et d'autre côté, je pense aussi que ça aidera aussi à l'acceptation dans la population. C'est un peu bizarre parce que vu que nous, le seul jeu olympique qu'on connaissait, comme on a dit avant, c'était Rocket League et Street Fighter. Pour moi, ce sont deux bons exemples qu'on peut leur montrer parce que t'en as un, c'est un jeu de combat classique, donc tu reconnais les styles de combat, karaté, etc. Et l'autre, c'est un jeu de foot, qui est quand même un sport très populaire. Donc c'est. Mais aussi, une autre, dans les discussions, un des points aussi, et si on regarde aussi sur le niveau international, ce qui tombe toujours, c'est en fait que les simulations de sport classiques, comme FIFA, ça c'est OK. Un shooter, d'autre côté, ça c'est problématique. Mais il faut dire que les simulations, ils font que 17% de tous les jeux dans les sports. Oui. C'est-à-dire, c'est C'est rien. et là, on doit dire que faire une distinction en fait entre les simulations et les jeux de shooter ou tout le reste, et alors dire ça c'est du sport et ça c'est pas du sport, il y a un problème vu qu'en fait, à mon avis, on peut pas dire c'est un sport à cause de ce qui se passe sur l'écran. Mais si on dit que c'est un sport, c'est à cause de ce qui se passe dans le corps humain. Et pour ça, on peut pas faire la distinction, à mon avis, ce qui se passe sur l'écran. Vu que si c'est un sport, c'est pas un sport à cause de ce qui se passe sur l'écran, le digital, l'électrique, mais c'est vraiment... Et c'est aussi ça qu'on dit. En fait, aussi l'échec
C'est un sport. C'est un sport olympique même. Et c'est un sport, dans l'argumentation, c'est un sport à cause de ce qui se passe dans le corps humain, pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un sport qui existe dans la vie de tous les jours et ils le digitalisent. Et pour eux, c'est ça e-sport. Alors que l'e-sport, c'est pas la version digitale des sports qui existent. C'est une compétition en soi. Bon, ça peut aussi. Ça peut. Mais c'est pas seulement ça. Yes. Et genre, tant qu'il y a l'aspect compétitif, les jeux électroniques deviennent des sports. Parce que tu prends n'importe quel jeu, tu vois des gens sur Windjammers, c'est comme des athlètes. Hein. Ils ont le stress en tournoi, ils doivent s'entraîner, ils doivent garder un niveau. Il faut être mais il y a aussi des études qui montrent que même pendant la compétition, il y a le pulse qui monte jusqu'à les battements cardiaques. 180, oui. Ça c'est comme les coureurs course qui font la course à pied. C'est vraiment un effort qu'ils font. C'est compétitif. Oui. D'autre côté, on dit pas que jouer à une compétition e-sportive, c'est la même chose que de faire une étape en Tour de France. Oui. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça veut pas dire que c'est plus facile. Non. Ouais. Mais en tant que dans ce qu'on a besoin du physique. Mais si on regarde le niveau professionnel en e-sport, c'est vraiment l'entraînement physique, l'entraînement mental qui devient de plus en plus important. Et si on regarde les plus grandes équipes, c'est en place en fait. Si on regarde Astralis, ils ont tout en place. Et Astralis était pendant 2 années le leader en Counter-Strike à cause aussi d'être les premiers à adapter ces principes. À les entraîner comme des athlètes. Ouais. Mais du coup, moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez que c'est le terme e-sport qui dérange et est-ce qu'on devrait créer un nouveau terme justement pour pouvoir mieux professionnaliser ce truc et justement se détacher de ce qui est trop classique de cette vision? Non, à mon avis, ce qui est important, c'est de montrer au gouvernement, au comité olympique que l'e-sport, c'est un sport. Pour ça, je ne changerai pas le nom, mais il faudrait seulement... C'est aussi une question de génération. Nous, on a en fait toute la vie, on a vu l'e-sport, on a vu le gaming, mais les générations plus âgées, en fait, pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas vraiment. Et en fait, je pense aussi pour le futur, c'est relativement clair que ça va être reconnu comme sport, mais oui. Ça va être difficile. Le problème, c'est on est dans une compétition internationale, on a de la concurrence dans tous les autres pays, et si au Luxembourg, ça c'est pas reconnu en tant que sport, c'est aussi impossible de se développer dans le même speed, dans la même vitesse, dans le même rythme que les autres pays autour de nous. Et je pense un bon exemple, c'est l'école de football au Luxembourg, parce qu'au football, le Luxembourg était aussi en arrière, beaucoup en arrière. Mais avec les écoles de football, on voit qu'il y a des improvements, des progressions, et le football de Luxembourg est maintenant beaucoup mieux qu'il était il y a 10 ans. Si on le compare aussi, 10 ans avant, en fait, on n'avait pas vraiment de grands talents. Maintenant, c'est chaque année, en fait, des grands talents qui vont aussi dans des équipes étrangères. On a quelqu'un qui joue à Berne dans la Champions League, on a quelqu'un qui joue à Mainz. Maintenant, quelqu'un qui est changé en France, je ne sais quand même pas où. Il était à Dynamo Kiev, si j'ai bien en tête. On a des grands talents. Miralem Pjanic, il est aussi il est passé dans toute l'école de formation au Luxembourg. D'accord. Donc ça montre que ça marche au football, Luxembourg ça marche. et même à l'extérieur. Oui. En fait, si on ferait une chose similaire en e-sport, on aurait beaucoup plus de potentiel d'arriver quelque part que si on n'a pas du gouvernement. Car encore une fois, si on compare avec l'e-sport, avec le football, il y a 20 ans, on avait parfois 1-2 talents qui étaient dans des équipes étrangères, vu que
si on a le grand talent et on travaille aussi un peu, chacun peut le faire. Mais la masse et aussi que le niveau global dans un pays soit plus élevé, là on a besoin des structures. Et ça, c'est en fait ce qu'il faudrait mettre en place. Mais ça, c'est seulement possible avec le financement, le gouvernement, encore une fois. Et vous avez eu quand même quelques gens avec qui vous avez discuté, à part, parce qu'il y a le conseil olympique, mais est-ce que les représentants locaux, vous les rencontrez des fois pour leur en parler? On a parlé avec tous les partis politiques au Luxembourg. Pour la plupart, ils sont intéressés. Pour la plupart, c'est aussi un point où ils voudraient avoir un changement. Mais là, le problème, c'est pas eux qui décident. Oui. Et pour le programme du gouvernement actuel, par exemple, il y a aussi écrit dans le contrat de coalition qu'ils vont faire quelque chose dans l'e-sport. Pour le moment, il n'y a encore rien. Mais vu que c'est écrit... On a l'espoir. Ouais, c'est ça. Mais oui. En tout cas, ce que je sais, c'est que aussi le gouvernement actuel et aussi le ministre des Sports a dit dans des pays comme la Chine que l'e-sport est quelque chose d'important pour le Luxembourg au futur. Pour le moment, on voit rien ici. Mais en tout cas, c'est ce qui est dit à l'extérieur. Bon, on espère au moins qu'à un moment, il va tenir parole et que ça se développe. Ouais. Parce que là, je dois dire, j'espère qu'ils verront. La salle est belle, il y a de beaux équipements, tout le monde est de bonne constitution. Là, on doit aussi dire un grand merci à la commune de l'Aude-Blanche qui merci nous aidé. Shout out. Oui, à court terme, vu qu'en fait, il y avait un conflit de salles, en fait, pour ça, on a dû chercher une nouvelle salle. Et là, la commune de l'Aude-Blanche a vraiment été... C'est un bon début. Ouais. En tout cas, ça c'est super bien. Et nous, on est contents en tout cas que vous ayez pu faire l'event là. Donc, merci à l'Aude-Blanche, merci aussi à vous et merci aussi à l'International eSport Federation aussi. Oui. Ils sont en partenariat. À Fighting Corner et surtout à vous deux. Donc, je reprends vos prénoms. Kevin et Joey. Kevin et Joey. Ouais. De Luxembourg eSport Federation. Et comme d'habitude, c'est Izu, DW et JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Yes. Vraiment, merci pour cette interview. On espère que les choses vont s'améliorer au Luxembourg parce que c'est un pays qu'on regarde beaucoup parce qu'on se dit que vous avez les moyens de faire de grandes choses, l'expérience, la compétence. Il faut juste qu'il y ait plus d'accompagnement, quoi. Ouais. C'est ça. Merci à tous et bonne journée.